Bonjour à vous, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement et aussi de voir que vous aimez le contenu de ma chaîne, ça me motive d'autant plus. Donc là c'est le point sur l'Ukraine du 20 janvier 2024 avec comme titre Kiev est inquiète du fait des contre-mesures militaires, exactement du brouillage russe, qui fait que le matériel HIMARS, Excalibur et bombes planantes JDAM sont arrêtés très fortement. Alors les HIMARS, ce sont des roquettes américaines. Les Excalibur, ce sont les obus américains très sophistiqués ayant une portée pouvant aller jusqu'à 40 km. Et ensuite, on a les bombes planantes JDAM, ce sont des bombes planantes américaines, elles aussi. Voilà, donc c'est trois vedettes ukrainiennes, hein, ces armes-là, et malheureusement qui sont très arrêtées, pourrait-on dire, par les brouilleurs russes ou les systèmes antiaériens russes. Donc là, ce qui est exceptionnel, c'est que l'Ukraine le reconnaît publiquement hein, à l'international pour la première fois. Alors il l'avait reconnu, mais c'était certains colonels, certains commandants. Là, c'est la première fois que c'est le gouvernement ukrainien qui le reconnaît. Donc c'est sorti dans Ukrainska Pravda. Bref, aussi autre titre, on a deux gros avions russes très précieux qui auraient été abattus, selon les dires de Kiev, donc un A-50 et un Ilyushin 22. Donc ça a été un gros événement pour Kiev, puisque cela leur a permis, juste avant le grand meeting à Davos, c'est-à-dire du Forum économique mondial, ça a permis à Zelensky d'aller là-bas en disant, regardez, on a détruit deux superbes avions russes qui valent très cher. Voilà. Et c'est tombé, excellente coïncidence, juste avant la grande réunion à Davos. Voilà, ça tombe très très bien. Et quelques jours avant, ils avaient annoncé qu'ils avaient arrêté un missile Kinjal avec des vidéos et des preuves du missile Kinjal. Nous verrons tout cela ensemble. Je tiens à vous dire que mon enquête avec évidemment preuves, démonstrations, vidéos, etc. Donc est assez longue. Donc je vais pas le mettre en début de vidéo, mais vers la fin de ma vidéo. Voilà, je vais plutôt au début parler, on va dire, de sujets plus généraux. Et pour ceux qui veulent vraiment voir l'histoire du Kinjal et des deux avions abattus, et les Ukrainiens ont quand même mis à jour leur information, l'Ilyushin 22, ils ont reconnu qu'ils ne l'ont pas abattu. Voilà, et qui s'est posé en urgence. Voilà, pour être exact quand même. Donc tout cela, je vais le mettre donc vers la fin de la vidéo. Le lien en commentaire épinglé va vous dire à quel moment commence cette démonstration. Alors il y aura le Kinjal et les deux avions. Voilà, où je vous montre tout ça. Alors comme c'est un petit peu technique, comme il y a de longues démonstrations, pour ceux que ça rebute, eh bien voilà, c'est en fin de vidéo, c'est pas en début. Voilà. Bref, encore une fois, je vous mettrai quand et très exactement cela commence dans la description, ainsi qu'en commentaire épinglé. Voilà. Donc, qu'a-t-on appris d'un ordre plus général, mais on va en reparler évidemment avec des articles. Eh bien, on a appris que les Allemands avaient refusé, au final, ils ont voté, hein, et au final, ils n'enverront pas de missiles Taurus d'une portée de 500 km de peur que les Ukrainiens frappent le territoire russe en profondeur. C'est leur peur, la peur que l'Allemagne soit vue comme impliquée dans la guerre. On a Zelensky qui s'est vu refuser une rencontre avec la délégation chinoise à Davos, c'est-à-dire au Forum économique mondial.
Alors, Zelensky a demandé à voir le gouvernement chinois, en gros, et le gouvernement chinois a refusé platement. Donc, Zelensky a été extrêmement vexé. Évidemment, il a dit des mots pas très gentils envers la Chine, ce qui a été très 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 maladroit, parce que se mettre à dos la Chine, déjà qu'il se met à dos la Russie, l'Iran et bon et quelques autres pays, mais la Chine c'est pas très malin. Mais bref, il l'a fait quand même, il a été vexé, voilà. Et bon, évidemment, il y a d'autres petites informations comme ça intéressantes. Nous allons voir ça en article. Mais comme d'habitude, je tiens à vous préciser que le format de cette vidéo est en trois parties. Les informations générales qui seront suivies de la conclusion. Et enfin, la carte militaire, afin que vous sachiez ce qu'il se passe exactement sur le terrain. Voilà, on va commencer. Donc là, on va commencer très fort avec un extrait vidéo de la chaîne LCI qui vous montre comment les trois armes vedettes de l'armée ukrainienne dont je vous ai déjà parlé sont arrêtées par le système de brouillage russe qui est très puissant. Nous allons voir ça tout de suite. Hugo Barbieux, bonsoir, vous nous avez rejoint. Expliquez-nous quelles sont les armes, les systèmes que les Russes utilisent pour contrer les armes fournies par l'Occident. Oui, bien regardez, en fait, les Ukrainiens tirent la sonnette d'alarme parce qu'en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure que leurs roquettes HIMARS, leurs obus Excalibur ou même des bombes planantes, bref, toutes ces armes qui sont guidées par satellite manquent de plus en plus leur cible. Pourquoi ? Eh bien, à cause des systèmes de guerre électronique russes. Ça peut être tout simplement des systèmes de brouilleurs. Voilà. Et alors, en matière de guerre électronique, Moscou garde le dessus, car elle s'était déjà concentrée sur ses capacités avant de lancer son invasion de l'Ukraine, nous dit le Financial Times. La situation est telle que les Ukrainiens eux-mêmes en appellent à l'aide des Occidentaux. Le chef ukrainien de la guerre électronique parle d'une menace énorme, des ciseaux invisibles. C'est ce qu'évoque un commandant d'une unité ukrainienne de drones. Alors ces ciseaux électroniques, quels sont-ils ? Eh bien, ça peut être par exemple des pôles 21. Il s'agit donc de brouilleurs GPS. Ils peuvent avoir une portée de 25 km, mais même de 150 km selon certains experts. Ces ciseaux électroniques, donc, ça peut être aussi ce genre d'outils qu'utilisent les Russes. Ils servent à intercepter, géolocaliser, brouiller les conversations entre les postes de commandement et les unités sur le front. Un autre exemple, les Russes disposent de ce genre de radar, des zooparcs, donc pour repérer les positions ennemies. Alors de son déploiement sur le terrain, les Russes conservent l'avantage au point que les Ukrainiens réclament à égalité avec les F-16 des systèmes de guerre électronique. Donc là, nous allons voir une vidéo, un extrait de Sud Radio, où André Berkoff présente Éric Dénessé, qui est directeur du Centre Recherche de Renseignement français, concernant les armes américaines qui n'arrivent pas jusqu'au front. Vous allez voir, c'est extrêmement édifiant, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude sur ce sujet-là. Et ce n'est pas une mince information. À propos de la guerre en Ukraine, selon le Pentagone, selon des sources officielles du Pentagone américain, des missiles anti-char Javelin, des missiles antiaériens Stinger, des drones de combat Switchblade pourraient être passés au travers de l'inventaire faisant état, parce que tout le monde fait un inventaire, chaque nation, faisant état de l'aide militaire américaine envoyée en Ukraine. Bonjour Éric Dénessé. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Alors c'est à la fois bien sûr ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un conflit. Il y a évidemment soit des armes volées, soit des armes détournées, soit des armes prises à l'ennemi. Mais dans le cas de l'Ukraine, c'est particulièrement frappant. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Oui. Il faut rappeler depuis très longtemps, depuis la fin de la guerre froide, l'Ukraine a été la principale plaque tournante pour le trafic d'armes, essentiellement d'armes provenant de l'ex-Union soviétique, à destination des pays du tiers-monde. On a un premier rapport qui date de 2016, qui a été fait par un groupe
recherche belge qui est assez pointu en la matière, qui expliquait la manière dont, je dirais, les armes arrivant d'Ukraine se retrouvaient au Congo, en Sierra Leone et au Libéria à l'époque lorsqu'il y avait ces conflits. Et donc on a vu, avant même le conflit en Ukraine, cette plaque tournante alimenter beaucoup de conflits en Afrique, dans les Balkans, et je veux dire, c'est lié à la fois à la proximité qui existait avec l'URSS, Oui, bien sûr. comme on l'a connu en Libye, mais Bien c'est sûr. surtout lié très nombreuses mafias ukrainiennes qui existent, qui étaient très réputées, qu'on essaie aujourd'hui de passer sous silence. Mais Ouais. c'était les 3 pays les plus corrompus du monde et une plaque tournante. On a là les explications. Les choses n'ont fait que se prolonger avec le conflit. Oui, c'est ça. Oui, vous voulez dire depuis pratiquement l'effondrement de l'URSS, depuis la fin de l'URSS, quoi. C'était une des plaques tournantes du trafic d'armes Oui, international. on a eu en plus. Il y a eu deux autres choses qu'il faut rappeler, c'est qu'en juillet 2022, c'est-à-dire quelques mois après le début de la guerre, il y a eu une réunion informelle des ministres de l'Union européenne à Prague, dans laquelle ils ont tiré une première fois la sonnette d'alarme en disant qu'il y avait un trafic illégal d'armes à feu assez incroyable. En novembre 2022, encore une fois, le président du Nigeria expliquait qu'il voyait arriver les armes ukrainiennes autour du bassin du lac Tchad. Quelque temps avant, d'autres personnes de RDC avaient dit qu'ils voyaient arriver des armes en provenance d'Ukraine dans la région des Grands Lacs. Les Congo, les Républiques démocratiques du Congo, oui. Mhm. Voilà. Donc tout cela n'est pas nouveau. Les armes doivent transiter notamment par la Moldavie, la Transnistrie, d'où elles peuvent prendre la mer plus facilement que depuis les côtes ukrainiennes. Mais les trafics n'ont fait que s'accroître depuis le début de la guerre. Et donc je crois qu'il faut être très lucide. Donc là, on va regarder un article spécial qui vient du Figaro. Et que dit-il sur la ligne 0, c'est-à-dire sur la ligne pile à la ligne de front? Les soldats ukrainiens à bout de force face aux Russes. Le récit de l'envoyé spécial du Figaro. Le capitaine Mikhailo de la 65e brigade et ses hommes tiennent leur position avancée sur le front de Rabotino. Alors, Rabotino, c'est l'épicentre de la région d'Orirov, c'est-à-dire la région où a démarré la grande offensive ukrainienne, là où il devait percer le front pour aller vers Tokmak, Melitopol et la mer d'Azov. Donc ça, c'est un front très très connu. Malgré la pénurie de combattants, c'est dit très clairement, malgré la pénurie de combattants et de moyens. Moyens, c'est munitions, obus, équipements divers, etc. Résistant aux assauts de l'ennemi et au sentiment d'abandon par le reste de l'Ukraine. Alors pourquoi je ne vais pas vous lire tout l'article qui est trop long, mais parce que c'est un reportage spécial en plus, donc ça fait des pages et des pages. En gros, c'est parce que un moment, le capitaine Mikhailo, il dit ouais, à Kiev, on fait la fête. On voit ça sur les réseaux sociaux, alors que nous, on crève la dalle, on n'a pas ce qu'il faut comme nourriture, comme eau. On n'a pas ce qu'il faut comme munitions, comme obus, comme équipement pour se réchauffer. On n'a pas de poêle à bois, on n'a pas de réchaud, on n'a pas de bonbonnes de gaz, justement pour faire du feu, etc., etc., pour faire chauffer la nourriture. Bref, c'est une liste sans fin de demandes qu'ils n'ont pas. Leur plus grande demande reste bien évidemment les munitions et les obus, bien sûr. Donc, mais sauf que là, à un moment donné, le combattant, il dit, voilà, là on a des obusiers, mais on n'a personne pour faire tourner les obusiers. Donc ça, c'est la pénurie de combattants. Donc ils ont le matériel, par contre, ils ne se plaignent pas, étonnamment, ils ne se plaignent pas du manque de matériel. Ça, c'est un leitmotiv que je vois depuis des mois. Ils ont le matériel. Ils manquent pas de matériel, mais ils manquent toujours de munitions, d'obus, d'équipements, etc. Voilà. Et donc pourquoi ils disent qu'ils ont un sentiment d'abandon, c'est parce que eux, rien ne vient. Ça fait des mois qu'ils demandent et toujours rien ne vient. Donc voilà, et là en plus quand ils ont fait je crois que j'ai vu ça, ouais, moins 15 degrés. Moins 15 degrés dans la région d'Orirov. C'est terrible. Donc, évidemment, les tranchées ukrainiennes, c'est pas les tranchées russes, ils en ont beaucoup moins. Et les tranchées ukrainiennes, c'est des trous où, voilà, dans la terre, c'est fait avec des pelles. Ils n'ont pas de machine pour faire de tranchées, alors que les Russes ont énormément de tranchées.
et qui sont d'excellente qualité, avec un toit sur la tête, un toit en bois bien sûr, camouflé, avec souvent un réchaud, un poêle à bois au milieu, etc. C'est pour ça que je vous avais montré il y a cela 3 semaines, je crois, un soldat qui disait qu'ils étaient contents quand ils prenaient une tranchée russe, parce que là, ils pouvaient s'abriter du froid, il y avait un poêle à bois, ils pouvaient être bien. Donc pour eux, c'était une grande victoire de prendre une tranchée russe. Voilà. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article. Donc rien ne change, hein. C'est le genre d'article que je vous montre depuis longtemps. Rien ne change, c'est toujours la même chose et ça ne s'améliore pas, bien évidemment. Alors là, on a un article de MSN, Microsoft, qui reprend du journal international DPA. Que dit l'article? Les députés allemands rejettent la proposition visant à envoyer des missiles Taurus en Ukraine. La motion présentée au Parlement par l'opposition conservatrice allemande appelant le gouvernement à envoyer des missiles de croisière Taurus à longue portée en Ukraine a été rejetée par une large majorité des législateurs mercredi soir. Bon, on ne va pas lire l'article entièrement, c'est pas la peine. Là, vous voyez un Storm Shadow / Scalp. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, c'est une mini nouvelle, j'ai envie de vous dire. Les Allemands n'ont jamais voulu envoyer de missiles Taurus. Olaf Scholz, il a dit, tiens, on va faire un vote comme ça. Moi, c'est pas moi qui décide. Hein, vous connaissez Olaf Scholz et son courage habituel. Donc, bref, ça y est, c'est définitif. Les Allemands n'enverront jamais de missiles Taurus à l'Ukraine. Je rappelle qu'un missile Taurus a une portée de 500 km, exactement comme les Storm Shadow anglais et les Scalp français. Autre information, les Storm Shadow et les Scalp, qui sont les équivalents du missile Taurus allemand, ont une portée bridée de 250 km. Voilà, là ça portait sur des Taurus d'une portée de 500 km non bridés. Hein. Voilà, c'est aussi pour ça que ça a été rejeté. Les députés allemands l'ont rejeté. Alors évidemment la raison, évidemment c'est parce que les Allemands ne veulent pas se retrouver co-belligérants avec l'Ukraine contre la Russie. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne n'a pas refermé les canaux de communication avec la Russie et en particulier avec les Nord Stream. Et oui, c'est toujours pas enterré entre l'Allemagne et la Russie. Hein, le Nord Stream 1 a été à nouveau réassuré par deux très grands groupes d'assurance allemands. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être mis au goût du jour, mais ce sont des signes qui montrent que l'Allemagne ne veut pas couper définitivement avec la Russie, même s'il y a des signes contradictoires, hein, puisque l'Allemagne vient de voter un nouveau budget de 8 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, ce qui plonge l'Allemagne, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo sur l'Allemagne et la Pologne, dans des turbulences absolument terribles. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet article. Donc là, on a un article très intéressant du 17 janvier qui vient originellement de Reuters, hein, qui a été repris par le journal américain US News. Que dit donc le journal? La Russie affirme avoir tué des mercenaires étrangers lors d'une frappe contre Kharkov en Ukraine. Là, on a Reuters. La Russie a annoncé mercredi que ses forces avaient mené un jour plus tôt une frappe de précision contre un bâtiment abritant des combattants étrangers à Kharkov, deuxième ville d'Ukraine. Le ministre de la Défense a déclaré que les combattants étaient pour la plupart des mercenaires français et que le bâtiment avait été détruit, faisant plus de 60 morts. Elle n'a fourni aucune preuve et Reuters n'a pas pu vérifier ces informations. Les responsables locaux de Kharkov ont déclaré que 2 missiles russes ont frappé mardi une zone résidentielle du centre-ville, blessant 17 personnes, dont 2 grièvement, et endommageant gravement des maisons. Le ministre français des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu pour commenter.
Bon, là, rien d'étonnant, c'est pas la première fois que la Russie vise des bâtiments de ce style. N'oubliez pas, il y a quelques mois, si pour les plus assidus, vous vous souvenez peut-être que les Russes avaient bombardé une pizzeria accolée à un hôtel où il y avait des dizaines et des dizaines d'officiers de l'OTAN ainsi que des officiers ukrainiens. Donc ça avait fait des dizaines de morts pareillement. Voilà. Sauf que là, bon, il y avait eu tellement d'officiers importants, de hauts responsables de l'OTAN et du gouvernement ukrainien, quoi, de l'armée ukrainienne, que là, quand même, les journaux ukrainiens étaient obligés d'en parler. Bon, là, les Russes disent qu'ils ont tué, grâce à ces frappes, 60 mercenaires français. Alors évidemment, maintenant, est-ce vrai, est-ce faux? Chacun croira ce qu'il veut. Là, nous allons voir un article d'un grand journal roumain qui s'appelle Romania Insider. Et que lit-on? Vous allez voir, c'est très intéressant et on va jamais vous en parler dans les médias français ou même européens hors Roumanie. Vous allez comprendre pourquoi. L'entrée de camions d'Ukraine vers la Roumanie bloquée par des agriculteurs et des camionneurs. Ça vous rappelle pas ce qui s'est passé en Allemagne et en Pologne? Hein, regardez la vidéo précédente concernant les manifestations en Allemagne et en Pologne que j'avais faites. Bah là, c'est dans la pure continuité. Voilà. Donc là, l'entrée des camions d'Ukraine vers la Roumanie, donc venant d'Ukraine vers la Roumanie, bloquée par des agriculteurs et des camionneurs. Et oui, ça se propage dans toute l'Europe, hein. Et en Alsace aussi, hein, en France, hein, il y a eu des manifestations avec des routiers, des agriculteurs, bon, en plus petit nombre certes. Alors, que lit-on dans cet article très intéressant venu d'un grand journal roumain? Plus de 1100 camions attendaient pour entrer en Roumanie par le poste frontière de Porubne-Siret, ont annoncé les représentants des autorités douanières ukrainiennes, a rapporté Economica. Aucun camion n'a transité par le point de passage frontalier, Siret, entre l'Ukraine et la Roumanie depuis l'après-midi du 15 janvier, à la suite de la protestation des agriculteurs et des camionneurs roumains, selon les données envoyées le 17 janvier par le porte-parole du service territorial de police des frontières de Suceava, Alina Petraru. La circulation des camions est complètement interrompue dans le sens de l'entrée en Roumanie selon la source citée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun camion venant d'Ukraine qui va en Roumanie pour l'instant. À partir du 15 janvier 2024 à 16h15, la circulation via le PTF Siret pour les transports routiers à l'entrée du pays est interrompue en raison des protestations des agriculteurs et des transporteurs, a déclaré mercredi 17 janvier le représentant du STPF. C'est Police des frontières. Les agriculteurs et les camionneurs roumains doivent également manifester le 18 janvier au matin devant le poste de contrôle Alme-Diakovo. Les manifestants ont l'intention de bloquer la circulation des camions, ce qui pourrait restreindre ou bloquer temporairement le mouvement des marchandises, selon le service national des douanes d'Ukraine, qui a déclaré avoir reçu des informations à ce sujet de la part de la Roumanie. La source a également rappelé que les manifestants roumains bloquent déjà 2 postes de contrôle avec l'Ukraine, Siret Porubne et Vikovu de Sous-Krasnoloysk. Voilà. Donc vous voyez, et vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo là-dessus où les camionneurs polonais avaient bloqué la frontière Pologne-Ukraine. C'est-à-dire que tout le matériel, évidemment militaire, mais aussi les marchandises qui faisaient des allées-venues entre la Pologne et l'Ukraine avaient été bloqués. Voilà. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais le blocage était très très fort. Donc les Ukrainiens, d'un point de vue militaire, avaient perdu, je crois, de mémoire, entre 2 et 3 jours.
Voilà, ce qui est important quand même quand on est en pleine guerre pour l'Ukraine. Voilà, sans compter un manque à gagner pour le gouvernement ukrainien. Voilà, parce qu'il n'y ait pas d'échange de marchandises. Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, bah, les céréales ukrainiennes passent surtout via les camions par la Pologne. Bon, là pour le coup, c'est la Roumanie. Alors, là, on a un article d'Hindustan Times, c'est-à-dire un grand journal indien. Que dit-il? 83 pays tiennent des pourparlers de paix en Ukraine sans la Russie. Voici ce qui s'est passé. Alors, notez que, évidemment, il parle du Forum économique mondial qui s'est tenu en Suisse à Davos. Notez 14 janvier. 14 janvier, c'est le jour exact où Zaloujny a annoncé fièrement au monde entier devant les caméras que 2 avions extrêmement précieux de reconnaissance russe avaient été abattus, la 50 et l'Ilyushin 22. Donc le jour même des pourparlers à Davos, le jour même, Zaloujny annonce 2 avions russes précieux abattus. Voilà, c'était juste pour vous remettre le contexte, hein, pour vous dire, bah regardez, nous on arrive, nous les Ukrainiens et Zelensky, on arrive à Davos, mais on a une nouvelle à vous annoncer. Vous voyez déjà le timing, ou pourrait-on dire, si on est gentil, la coïncidence, qui est tout à fait extraordinaire. Évidemment, en réalité, n'y voyez nulle coïncidence. Que dit Hindustan Times? Guerre Russie-Ukraine. Les pourparlers ont été coprésidés par l'assistant présidentiel ukrainien Andriy Yermak, qui dirige le bureau de Zelensky, et le ministre suisse Ignacio Cassis. Plus de 80 pays étaient en pourparlers dimanche pour chercher un terrain d'entente sur la formule de paix en Ukraine, alors que les co-organisateurs suisses ont admis qu'ils étaient encore loin d'être prêts à inclure la Russie. Des pourparlers de paix sans inclure la Russie. Vous voyez déjà le ridicule de la chose. Les conseillers à la sécurité nationale de 83 pays ont tenu un 4e cycle de discussion sur la base des propositions en 10 points du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour une paix juste et durable en Ukraine, près de 2 ans après l'invasion à grande échelle de la Russie. Bon, sur les 10 points du président Zelensky, hein, c'est on ne négociera jamais avec Vladimir Poutine, ou pas de négociation. Les troupes russes doivent partir de toute l'Ukraine, y compris de la Crimée. Et évidemment, bon, y a 10 points. Donc Zelensky, il ajoute d'autres points complètement ridicules, évidemment, que tout le monde sait ridicule, que personne de raisonnable ne pourra accepter, mais bon, il balance quand même tout ça. Donc bref, et puis évidemment, il ne veut pas parler à Vladimir Poutine. Il l'exclut des négociations. Il ne faut pas oublier que Volodymyr Zelensky a fait un décret l'an dernier qui interdisait au pays de négocier avec Vladimir Poutine. Voilà, il a fait un décret, hein, carrément. Voilà. Donc voilà, voilà pourquoi je vous montre ça. Le coup du Forum économique mondial à Davos avec Zelensky qui est invité, mais pas la Russie. Voilà, c'était important à dire. Et le fait que c'était 14 janvier, le jour où Zaloujny annonce le fait qu'il ait détruit 2 précieux avions russes, vous voyez un peu on va dire les faisceaux d'indices qui montrent que, évidemment, tout ça c'est de la fausse information et qu'ils ont concocté ça, créé ça uniquement parce que voilà, le Forum économique mondial était là et qu'il fallait marquer le coup. Tout ça pour dire donnez-nous encore plus. Bon là, pour le coup, Zelensky, il n'a pas encore une fois demandé des armes. Il a demandé de l'argent, mais pas des armes. Il a surtout mis en avant des pourparlers de paix, qui est une paix, mais selon ses conditions à lui. Un peu comme Poutine. Hein. Poutine, lui aussi, veut bien négocier, mais selon ses conditions à lui, à Poutine. Voilà. Donc, bref, ça ne servait strictement à rien, ce Forum économique mondial, tout du moins concernant l'Ukraine.
puisque le Forum économique mondial, là, il a surtout parlé d'intelligence artificielle, d'économie, mais l'Ukraine, c'était marginal, hein, je vous le dis comme ça, hein. Au Forum de Davos, le sujet de l'Ukraine, il était marginal, hein. Hein, c'était l'économie et l'intelligence artificielle. N'y voyez là, encore une fois, nulle coïncidence quant aux intentions de l'État profond. Hein, l'intelligence artificielle, c'est très important pour l'État profond. Bon, je ne vais pas en parler ici parce que c'est pas le sujet. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Là, un autre article qui est une humiliation pour Zelensky. Alors, ça vient de The New Voice of Ukraine, hein, donc un des grands journaux ukrainiens. La délégation chinoise refuse de rencontrer Zelensky à Davos. Davos, c'est en Suisse, hein, c'est lors du Forum économique mondial. Malgré les efforts de Kiev pour établir des contacts diplomatiques solides avec Pékin, la délégation ukrainienne au Forum économique mondial de Davos n'a pas rencontré les responsables chinois présents à l'événement, a rapporté Politico le 17 janvier. Tout simplement, Zelensky avait demandé à voir cette délégation chinoise et les Chinois ont refusé de lui parler. Donc ça a été une grosse vexation côté Zelensky, qui a d'ailleurs été en colère et donc a dit des propos évidemment malencontreux vis-à-vis de la Chine, ce qui l'a encore plus enfoncé. Voilà. Donc bon, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire concernant Zelensky qui est un peu idiot puisqu'il sait très bien que la Chine est en relation amicale parfaite avec la Russie et que leur lien ne cesse d'être toujours plus solide entre la Russie et la Chine. Donc je vois pas pourquoi il essaye d'établir des contacts diplomatiques avec la Chine. Donc c'était vain de toute manière. J'ai même envie de vous dire c'est complètement stupide, surtout de la part de Zelensky, qui est respecté par personne. Je dis bien par personne. Donc voilà, c'était inutile de toute manière. Donc là, c'est un article vraiment spécial. Ça concerne un journaliste que je connais bien parce que ça fait un moment que je le suis grâce à d'autres. Hein, je ne l'ai pas connu moi directement. C'est grâce à d'autres. Hein, c'est Alexander Mercouris qu'en a parlé et après, je me suis intéressé à lui. Donc Gonzalo Lira, c'est un journaliste américain. Il est décédé alors qu'il était détenu dans une prison ukrainienne. Alors pourquoi il était connu dans mon milieu, ce Gonzalo Lira? Ça fait des mois et des mois que je le connais. Pourquoi? Parce que il a toujours été une voix dissidente. Lui, il habite en Ukraine, il a une femme ukrainienne, il a 2 enfants qui ont 7 et 12 ans. Et il n'est jamais parti d'Ukraine parce que déjà c'est devenu son pays, hein. Et ça fait des années qu'il dénonce la politique ukrainienne. Donc il a toujours eu des problèmes, hein, évidemment, Gonzalo Lira. Et quand il y a eu, à partir du 24 février 2022, là il est devenu très bruyant, très très bruyant, puisqu'il passait dans des journaux style Hindustan Times, Global Times, journal indien et journal chinois, et sa voix commença à porter. Il était partout sur Twitter, même sur YouTube. Évidemment, son compte YouTube a été supprimé. Son compte Twitter, c'était avant qu'Elon Musk arrive, a été supprimé. Et lui, il parlait contre Zelensky, bien sûr, contre ce qui se passait en Ukraine. Lui, il y habitait. Là, il est mort. Et donc c'est absolument terrible. Alors je vous ai jamais parlé de lui parce que c'est un sombre inconnu dans le monde de la géopolitique, contrairement aux sources que je vous donne comme Alexander Mercouris, Colonel McGregor, Scott Ritter et bien d'autres encore, mais lui il était vraiment inconnu là-dedans. Bref, c'était quelqu'un qui était ami avec quasiment toutes les sources que je viens de vous nommer, parce que lui donnait en sous-main des informations directement de l'intérieur de l'Ukraine.
Il est mort dans les geôles ukrainiennes. Donc il a été torturé et ensuite il en est mort. Alors on le sait grâce à son père. Et Tucker Carlson, pour vous dire comme quoi il est devenu à un moment donné très connu, c'est que même Tucker Carlson a carrément en a parlé. Hein. Donc voilà. Donc là, Gonzalo Lira Senior, c'est-à-dire son père, dit que son fils est mort à 55 ans dans la prison ukrainienne où il était détenu pour le crime de critiquer Zelensky et le gouvernement de Biden. Gonzalo Lira était un citoyen américain, mais l'administration Biden a clairement aidé à l'emprisonnement et la torture de Gonzalo Lira. Parce que, évidemment, l'Ukraine et l'administration américaine, quoi, le gouvernement américain sont complètement l'un avec l'autre. Hein. C'est quasiment le 52e État des États-Unis, l'Ukraine. Voilà, donc c'était pour vous parler de lui quand même. Donc il était inconnu, simplement connu que des connaisseurs. Et à force, comme il était emprisonné en Ukraine et que c'était un citoyen américain, ben c'est seulement là qu'il est devenu connu. Donc en gros, à partir de là, ben même Tucker Carlson en a entendu parler et puis voilà, il a fait un tweet. Et évidemment, c'est maintenant qu'il est mort que carrément Voice of Europe en parle. Mais bon, c'est très hypocrite, hein. C'est très hypocrite. Hein. L'Union européenne, là, on parle, parce que Voice of Europe, c'est un des médias de l'Union européenne. C'est étonnant, voilà, ils ont même repris le tweet de Tucker Carlson, parce que Tucker Carlson, c'est la plus grande vedette journalistique, on peut dire, du monde. C'est la vedette la plus connue du monde en tant que journaliste. C'est pour ça qu'ils l'ont repris. Voilà. Et là, étonnamment, l'Union européenne a dénoncé ce fait-là. C'est pour ça que je voulais vous en parler, ça me semblait important. Vous voyez là maintenant la pensée profonde des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine, et vous voyez que les États-Unis protègent ce genre de choses. Et là, vous voyez le vrai visage de l'Ukraine. Là, c'est le vrai visage de l'Ukraine. Voilà. Pour crime de critique du gouvernement Biden et de Zelensky, il est emprisonné par les Ukrainiens, parce que c'est un journaliste ukrainien au final. Hein. Voilà, même s'il est de citoyenneté américaine. Hein. Voilà, c'est malheureux, mais c'est ça le gouvernement de Zelensky. Alors on va commencer par l'affaire du Kinjal. Et qu'est-ce qu'on voit dans Business Insider? Donc au 8 janvier, des photos montrent des sapeurs neutralisant l'ogive de l'un des missiles russes Kinjal après qu'il ait été abattu. Vous notez déjà dans le titre, c'est catégorique. C'est sûr et certain. Absolument aucun doute. L'Ukraine a déclaré avoir abattu les 10 missiles russes Kinjal tirés lors d'une attaque la semaine dernière. Voilà. Les services d'urgence de Kiev ont déclaré quelques jours plus tard avoir neutralisé une ogive Kinjal, publiant des photos des travaux. La Russie a présenté le Kinjal comme étant imparable, mais l'Ukraine affirme avoir réussi à en intercepter des dizaines. Non mais n'importe quoi. Non mais c'est tellement débile. Alors regardez bien le Kinjal, l'ogive du Kinjal. C'est-à-dire c'est ce qu'il y a, c'est le devant, c'est le devant du Kinjal. Hein. Regardez. Voilà. Ça c'est le Kinjal. Vous voyez le Kinjal, hein, ukrainien. Hein. Hein, ça c'est le Kinjal ukrainien. Bon, regardez bien le Kinjal ukrainien. Alors là, pour vous montrer, c'est un Kinjal Mach 10. Hein, regardez quelle profondeur. Il faut une pelleteuse pour aller chercher le Kinjal qui a traversé des mètres, qui a traversé peut-être 6 ou 7 mètres de terre avant de se planter là comme ça. Voilà. Et regardez le trou que ça a fait. Alors maintenant, il faut l'enlever délicatement, hein, le Kinjal. Bon, déjà le Kinjal, environ Mach 10. Je vous ai montré la première vidéo mondiale de Kinjal qui arrive sur une cible. C'est entouré de plasma.
Ce qui fait que là, on l'a vu, hein, la preuve a été faite et par une Ukrainienne, hein, qui a tout filmé. Donc je voulais montrer cette vidéo. Donc c'est prouvé maintenant que le Kinjal arrive bien sur la cible à environ Mach 10. Mais on va pas chipoter. Allez, Mach 8 si vous voulez pour les plus pessimistes. Allez. Mais peu importe, c'était prouvé qu'il y a un nuage de plasma autour du missile. Ça a été filmé. Je vous l'ai montré en direct. Bref, donc quand le Kinjal à ce niveau-là atteint la cible, évidemment, il ne reste plus rien du Kinjal. La charge explosive et la vitesse fait que le Kinjal, évidemment, explose. Alors certes, le Kinjal est prévu pour avoir une pointe, d'après ce que j'ai compris, en carbure de tungstène, donc qui perce, et un millième de seconde après, quelque chose comme ça, eh bien ça explose. Voilà. Mais vous imaginez, là ça veut dire que le Kinjal, comme par hasard, il n'aurait pas détonné. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas explosé. Voilà, déjà et d'une. Alors maintenant, vous avez vu le missile sous tous les angles. Hein, vous voyez, vous avez vu la tête qu'il a. Et maintenant, je vais vous montrer un vrai missile Kinjal. Donc là, ça y est, vous avez vu maintenant un vrai missile Kinjal. Vous voyez? Ça, c'est un vrai missile Kinjal. Est-ce que vous voyez la pointe? Comment il est effilé? Vous voyez qu'un missile Kinjal, c'est très effilé, étant donné la vitesse. Bien évidemment, il doit être effilé comme ça, très pointu. Vous voyez l'angle? Maintenant, regardez ça. Franchement, fallait oser quand même. Hein. Fallait oser. Regardez la taille de la pointe, de là à là, le cône. Vous voyez le cône? Vous voyez l'angle? Vous voyez l'angle? Et la longueur du cône. Alors, je vous montre. Là, vous voyez. Voilà, je vais vous remontrer. Vous voyez que c'est tout petit par rapport à la hauteur d'homme. Voilà. Le cône démarre à partir d'ici et il va jusqu'au sol. Vous voyez, à partir de l'homme, vous voyez, ça fait peut-être quoi? Allez, 50 cm là? Regardez là. Donc là, le cône, il démarre ici. Et là, il y a peut-être 3 mètres, 3 mètres 50. Puisqu'un Kinjal, ça fait environ 8 mètres de long. 7,5 à peu près, 7,5 mètres de long, très exactement. Donc 7,5 mètres de long, là, il y a environ 3 mètres. Voilà, et là, il y a environ 3 mètres. Et vous voyez l'angle, comment il est très effilé. Maintenant, regardez ce qu'on ose vous montrer, quoi. Regardez ce qu'on ose vous montrer. Voilà, c'est ça l'épreuve. C'est pas la première fois, hein. C'est la deuxième fois que les Ukrainiens disent montrer un Kinjal abattu, qui, bien sûr, évidemment, n'explose pas à l'impact, hein, bien évidemment. À Mach 8, Mach 10. Imaginez-vous, il est pulvérisé, le missile, sans compter les charges explosives à l'intérieur. Bon, c'est le ridicule habituel de la propagande ukrainienne qui pense s'adresser qu'à des débiles profonds. Mais c'est comme ça avec le gouvernement ukrainien. Donc là, on va enfin passer au sujet de l'A-50 et de l'Ilyushin 22 qui auraient été abattus donc, par des missiles patriotes. Donc là, j'ai pris un journal, on va dire, connu en France, Air et Cosmos, mais ça aurait pu être Le Figaro, le journal Le Monde, ça aurait été pareil, les titres auraient été pareils, puisque tous les journaux occidentaux disent en chœur, Ukraine, les Russes perdent coup sur coup un avion radar A-50U et un avion de commandement aérien Ilyushin 22. Bon, alors ça c'est les gros titres évidemment pour que ça fasse un titre fort, mais quand vous lisez ici, là il précise quand même que l'Ilyushin 22M a quand même réussi à se poser en Russie en urgence et que bon, il y a eu des pompiers, des ambulances. Bref, donc ça veut dire que l'Ilyushin 22 n'a pas été détruit. Un avion détruit ne peut pas faire quelques centaines de kilomètres et se poser. Voilà. Intact, sans perte et fracas. Alors, intact dans le sens l'atterrissage, bien sûr, hein, puisque l'Ilyushin 22 a bien été percuté par un missile. Et nous allons voir les tenants, les aboutissants après.
Voilà, ça c'était juste pour vous montrer une petite présentation, pour vous dire déjà qu'il n'y a pas de précaution, il n'y a pas de vérification, il n'y a pas d'enquête. Les journaux occidentaux prennent pour argent comptant tout ce que dit le gouvernement ukrainien. Par contre, quand ça vient du gouvernement russe, là, ils sont tout de suite extrêmement sceptiques. Ils n'y croient pas, voire ils méprisent le gouvernement russe et se moquent. Voilà. Vous voyez le deux poids deux mesures absolument grotesque, qui pourrait même être pathétique. Mais bon, bref, passons à l'analyse précise. Alors tout d'abord, comment est présentée la chose dès que les événements sont arrivés par Valéry Zaloujny lui-même? Et il l'a annoncé à la télé et sur son compte Twitter. Et que dit Valéry Zaloujny? Eh bien, Valéry Zaloujny et l'armée de l'air ukrainienne ont confirmé l'abattage d'un avion russe A-50 de détection et de contrôle radar à longue portée. Voilà, donc ça c'est Valéry Zaloujny. Bon, on va voir un autre article plus précis qui nous en dit beaucoup plus. Nous allons voir ça tout de suite. Donc là, au 15 janvier, on a l'Ukraine a abattu un avion radar russe A-50 et endommagé un poste de commandement aéroporté Ilyushin 22. Ça date du 15 janvier, c'est-à-dire le lendemain de l'annonce faite par le gouvernement ukrainien. Alors, que lit-on? On a, selon l'armée de l'air ukrainienne, un avion d'alerte précoce aéroporté A-50. Alors, un A-50, c'est, on peut dire que c'est peut-être l'avion le plus précieux de la Russie. Hein, le type d'avion le plus précieux, ça coûte très cher. Environ 350 millions de dollars à peu près, si on parle en dollars, entre 300 et 350 millions de dollars. Et ça permet de faire une reconnaissance sur une zone extrêmement vaste, pouvant atteindre 300-400 km, suivant le radar utilisé. Donc c'est extrêmement précieux. Ça permet de tout savoir, hein. Et l'A-50, je le dis comme ça, a des leurres, voire même dans le dernier modèle, le A-50U, des missiles antiaériens capables soit d'affronter un avion, soit de détruire un missile arrivant. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux en détection de missiles et d'avions, c'est le A-50, avec évidemment les AWACS américains, bien évidemment. Voilà, donc c'est un avion extrêmement important. Le Ilyushin 22, qu'on voit là, un avion de poste de commandant aéroporté, donc lui, il permet de faire exactement comme l'A-50, mais de manière moins poussée. Hein, il coûte beaucoup moins cher que l'A-50, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Hein. Et, encore une fois, je vous le dis tout de suite, on ne met pas un A-50 qui patrouille avec un Ilyushin 22 en même temps. C'est redondant, ça coûterait très cher évidemment à employer. C'est redondant, ça ne sert strictement à rien. Puisqu'en fait l'A-50 fait exactement ce que fait l'Ilyushin 22 en beaucoup mieux. Voilà, sauf que l'Ilyushin 22 c'est beaucoup plus ancien que la 50U, bien évidemment, donc il faut bien les rentabiliser. Hein. Voilà. Bref, on continue. L'Ukraine affirme avoir abattu un avion radar russe A-50 et un Ilyushin 22 dans la soirée du 14 janvier 2024. La nouvelle circulait sur Internet depuis plusieurs heures sans aucune confirmation. Ensuite, l'armée de l'air ukrainienne a publié sa mise à jour habituelle sur les combats, qui a été rapidement suivie par la publication d'un clip montrant prétendument l'image radar dans la mer d'Azov au moment du double abattage. Double abattage. Bah oui, pourquoi? Bah parce qu'au 14 janvier, eh ben, c'était annoncé qu'ils avaient abattu les deux avions. Et là, vous voyez la preuve du compte Twitter du gouvernement ukrainien de l'armée de l'air, hein, au 14. Voilà. Au 14 à 22 h. Donc là, vous voyez l'A-50 et là, l'Ilyushin 22. Et là, toujours par le gouvernement ukrainien, on a le
la fameuse image radar avec les petits avions qui se baladent, la soi-disant preuve. Voilà, donc, voilà, bon, on va pas tout lire. Aucun détail supplémentaire n'a été divulgué jusqu'à présent, bien que certains détails encore non confirmés aient été divulgués en ligne. Selon les médias ukrainiens, l'avion A-50 a été abattu vers 21h10 au 14 janvier, alors qu'il pénétrait dans la zone de patrouille au large de Kirillivka. Au large. Hein, Kirillivka, si je dis pas de bêtises, c'est là. L'A-50 a disparu des radars et a cessé de répondre aux demandes de l'aviation tactique. Selon les médias de Kiev, attention, hein, là, il ne dit pas selon le gouvernement de Kiev, mais c'est selon les médias de Kiev. Le pilote d'un avion russe Sukhoi 30 a détecté un incendie et la descente d'un avion non identifié. Bon, voilà, donc on s'aperçoit que ça vient du média RBC Ukraine. Bref, voilà, donc ça vient de The Avionist, hein, le média d'armement aérien côté américain, traduit en français. Et donc là, on va voir les preuves que donne Valéry Zaloujny, c'est-à-dire les images radar. Et il nous dit qu'un A-50 et un Ilyushin 22 ont été abattus. Alors le problème, c'est que plusieurs heures après, Kiev a dit « Ah bah non, l'Ilyushin 22, on l'a pas abattu, on l'a fortement endommagé. » Et il a atterri en urgence sur l'aérodrome d'Anapa. Voilà, donc il corrige Valéry Zaloujny qui s'était un petit peu emballé. Donc on va regarder ces images ensemble et on va croire sur parole Kiev au niveau des petits symboles que l'on voit, qui est l'A-50 et qui est l'Ilyushin 22. Donc on va voir ça ensemble. Voilà, donc là on nous dit que c'est l'Ilyushin 22 et celui qui disparaît à l'écran c'est l'A-50. Voilà, donc il a été abattu ici. Ici. Voilà. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Donc là, on va voir une carte militaire qui nous montre donc où il y a eu les patrouilles de l'A-50 et de l'Ilyushin 22, donc au large de Kirillivka, ici. Et là, vous voyez la trajectoire qu'a parcouru l'Ilyushin 22, donc qui a été touché et qui a dû faire un atterrissage d'urgence sur l'aérodrome d'Anapa, ici exactement. Donc à l'est de la Crimée. Voilà, ici. Et l'A-50, lui, on a perdu sa trace radar très exactement ici, si l'on en croit les images de l'armée de l'air ukrainienne. On nous dit c'est ici que l'A-50 a disparu. Plus de traces. Alors maintenant, on nous dit aussi que ce sont des missiles patriotes qui les ont détruits. Or, à ma connaissance, il n'a été donné que des patriotes PAC 3 à l'Ukraine. C'est-à-dire, ces patriotes-là peuvent avoir une portée de 40 km au maximum. Peut-être avec des mises à jour 60 km. Ce sont les patriotes de type PAC 2 qui peuvent atteindre 160 km. Or, si on mesure, là par exemple d'ici, c'est-à-dire sur le front, on s'aperçoit que là il y a 190 km. Voilà, ici, dans cette zone-là. 180-190 km. D'ici, il y aurait 322 km. Bon, d'accord. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi d'ici? Bon, ok, on va dire que le patriote n'était pas là, mais qu'il était là. C'est-à-dire ici. Bon, je vais pas quand même le mettre là, parce que c'est une zone de combat, une des plus intenses. Allez, on va le mettre là. Si on le met là, on voit, on a 223 km. À peu près. Hein. Allez, même on arrondit à 200. Allez, on est gentil. Hein. On va dire que le système radar entier est sur la ligne de front. Donc il serait sur la ligne de front, voilà, on va dire au plus près,
ça fait quand même du 200 km. Voilà. C'est strictement impossible. Alors, vous voyez que le fait de dire que ce sont des missiles patriotes, c'est ridicule au plus haut point. Bien sûr que ce n'est pas des missiles patriotes. Donc, encore une fois, ceux qui ont été donnés à l'Ukraine, c'est des PAC-3, donc ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux, qui sont mis dans des grandes villes type Odessa, Kharkov, Kiev. Alors, Kharkov, je suis pas très sûr. Lviv, Kiev, Dnipropetrovsk, c'est-à-dire ici, ça, oui. Donc, on sait que ils ont une portée de 40 km. Voilà, donc même s'ils avaient du PAC 2, qui est moins bien que le PAC 3, mais il a une plus longue portée. Il est moins efficace, mais il a une plus longue portée. C'est 160 km. Bref, en aucun cas, un missile patriote aurait pu descendre un A-50. Voilà. Ou même un Ilyushin 22. Alors, en plus, l'A-50, quand il patrouille normalement, il vole à plus de 10 000 mètres d'altitude. Voilà. Donc, pour avoir... Plus il est haut, plus sa zone est grande. C'est aussi simple que ça. Pareil pour l'Ilyushin 22. Alors, moi, ce que je pense, c'est que vu qu'il est strictement impossible que l'Ukraine ait abattu ces deux avions, ou même qu'un missile les ait approchés, moi, ce que je pense qui est le plus probable, c'est que pour l'Ilyushin 22, que ça soit un tir ami. Ça, c'est le plus probable. Surtout qu'il y a 3 semaines environ, un Sukhoi 34 a été abattu par un tir ami. Donc, c'est les Russes qui ont abattu leur propre... je crois que c'était dans cette zone-là, si mes souvenirs sont exacts. Et à ce moment-là, les Ukrainiens en avaient profité pour dire « Eh, on a abattu 5 Sukhoi 34 ». Voilà, 5 Sukhoi 34, ou 3 Sukhoi 34 et 2 Sukhoi 35, quelque chose comme ça. J'avais fait une vidéo dans le point sur l'Ukraine. Bon, évidemment, c'est de la propagande et des mensonges. Par contre, ce qui était vrai, c'est que les Russes ont abattu leur propre avion, un Sukhoi 34. Ça a été reconnu par l'agence de presse russe TASS. Donc, voilà. Par contre, un A-50 abattu par l'Ukraine, non. C'est pas possible. Je dis pas qu'un A-50 n'a pas été détruit. Hein. Je ne sais pas. Hein. Je peux pas le confirmer. Mais en tout cas, pour l'A-50, il n'y a strictement aucune preuve. Et la Russie, officiellement, dit que non, il n'y a pas eu d'A-50 abattu. Bien évidemment, il n'y a même pas eu d'A-50 qui était là. Voilà. Bon, ça, c'est ce que dit le Kremlin. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne sais pas. Par contre, l'Ilyushin 22, lui, il a bien été endommagé. Vous voyez qu'il y a un missile de proximité qui a explosé près de l'aileron arrière, donc à l'arrière. Voilà, et ça a fait des impacts, bon, c'est classique. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'Ilyushin 22, très certainement un tir ami. L'A-50, je ne sais pas. Vraisemblablement, vu qu'il n'y a strictement aucune preuve, je dirais que c'est de l'invention totale de l'Ukraine, invention totale. Un A-50, un Ilyushin qui vole à proximité et qui font des ronds comme ça ici, c'est absolument ridicule. Absolument ridicule. Et en plus, je rappelle que la mer d'Azov, c'est une mer qui est extrêmement... on va dire peu profonde, puisque la moyenne c'est 13 mètres à peu près de profondeur. Donc ça veut dire que si un immense avion A-50 avait été abattu ici ou ici, ben ça se verrait immédiatement, ça se verrait, il y aurait des images satellites, ça se verrait. Encore une fois, c'est la mer certainement la moins profonde du monde. D'ailleurs, je suis quasi certain que c'est la mer la moins profonde du monde avec une moyenne de 13 mètres, imaginez-vous. Bref, on aurait des images, tout simplement, si l'avion avait été abattu ici ou là, peu importe, j'ai envie de vous dire, ça se serait vu. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire sur cela. Alors, que peut-on dire en conclusion ? Eh bien, la conclusion, là, ces derniers temps, c'est que malgré le coup des Taurus ou
le Parlement allemand a voté contre, eh bien malgré tout, l'Allemagne est à fond pour aider l'Ukraine. Mais ce dont on parle pas trop dans les médias, mais qui est pourtant bien présent, et on l'a vu au Forum économique mondial à Davos, on voit une Angleterre qui est complètement folle au niveau de la guerre. Elle a un comportement belliciste à fond. Elle veut une guerre, elle veut une confrontation avec la Russie, mais qui en devient vraiment grotesque. L'Angleterre veut absolument la guerre. Donc en fait, l'Angleterre, c'est devenu le porte-parole des États-Unis, puisque c'est ce que veulent les États-Unis, bien sûr. Sauf que les États-Unis, sur la scène internationale, se montrent plus ou moins raisonnables, parce que aux États-Unis, la population est en grande majorité contre la guerre en Ukraine, alors qu'en Angleterre, il n'y a plus de démocratie depuis un moment. Le gouvernement anglais se fout complètement des sondages des Anglais. Et il y a une propagande en Angleterre qui défie l'imagination. Euh, Être en Angleterre, c'est comme si vous étiez en Ukraine concernant la propagande de guerre. La propagande de guerre en Angleterre est complètement folle. Alors je vous ai déjà montré des articles du Daily Mail, Daily Telegraph, Herald Tribune et autres. Mais bon, bref, c'est assez incroyable d'ailleurs. Donc, évidemment, à l'image de Boris Johnson, qui le 9 avril 2022 prend son jet pour aller voir Zelensky afin de lui supplier presque de ne surtout pas négocier avec la Russie. C'était lors des négociations avec la Russie à Istanbul. Donc il avait supplié presque Zelensky en lui promettant monts et merveilles, faut surtout pas négocier avec la Russie, alors qu'il y avait déjà des contrats de négociation faits, écrits noir sur blanc, tout était préparé, mais non, ça s'est pas fait à cause de Boris Johnson. Donc l'Angleterre, vous voyez. Donc il y a un bellicisme fou de la part de l'Angleterre. En réalité, ils suivent les ordres de Washington, bien évidemment. Washington veut absolument une guerre avec la Russie, ça l'aiderait bien, et ça permettrait de faire passer l'immigration aux États-Unis, qui est le premier sujet, et qui a empêché le vote du Congrès concernant le budget 2023 pour l'Ukraine, qui a empêché. Donc le gouvernement Biden aimerait bien créer une guerre pour une grosse guerre, et principalement avec la Russie, mais pas avec la Chine. Pourquoi avec la Russie? Tout simplement parce qu'ils ont travaillé depuis 2014 à une russophobie et dans tout l'Occident, et ça fonctionne assez bien. Et en plus, évidemment, il y a le complexe militaire industriel américain qui pousse derrière, avec BlackRock. Faut pas oublier qu'il y a d'immenses groupes américains qui possèdent la majorité des terres ukrainiennes, des terres agricoles. Donc à un moment donné, les Américains qui ont quand même dépensé des milliards et des milliards de dollars, ils aimeraient bien récupérer leurs terres afin d'en produire les fruits, bien sûr. Donc ils poussent. Donc ces grandes multinationales américaines qui sont en réalité toutes puissantes sur le gouvernement américain, poussent tout. Alors imaginez-vous, vous avez ces multinationales gigantesques, BlackRock, Monsanto, BASF qui possède Monsanto, mais il y a aussi la fondation Bill et Melinda Gates qui a investi des milliards en Ukraine, mais bien d'autres entreprises, L'Open Society de George Soros qui a dépensé des milliards en Ukraine pour un coup médiatique. Voilà, le gouvernement américain qui a dépensé 5 milliards de dollars depuis 2014 uniquement pour faire de la propagande anti-russe. Imaginez-vous
et afin qu'ils mettent in fine Zelensky sur le trône, Porochenko d'abord et Zelensky après. Vous voyez? Donc tout ça, ça a coûté très cher, sans compter les 30 biolabs qui ont été construits depuis 2014 en Ukraine. Rien qu'en Ukraine, ils en ont des centaines de par le monde, hein. Mais il y en a eu 30 en Ukraine, plus personne ne parle des biolabs. Ça a coûté des milliards. Donc en gros, faut pas oublier que moi j'ai suivi, depuis 2014, les Américains, et uniquement les Américains, ont dépensé 187 milliards de dollars en Ukraine, uniquement pour préparer la guerre. Donc ça, c'est absolument fou, 187 milliards en Ukraine pour préparer la guerre. Uniquement les États-Unis. C'est autant de milliards qui auraient pu être injectés dans l'industrie américaine pour aider le peuple américain. Mais non, mais non. Vous voyez? Bon bref, et là, vous avez vu pas mal d'articles qui vous montrent que la situation en Ukraine est absolument terrible pour Kiev. Donc rien ne change, hein, c'est toutes les semaines c'est la même chose. Sauf qu'il s'enfonce de plus en plus toutes les semaines, mais rien ne change. Et vous avez vu, il y a eu le Forum économique mondial à Davos, et la veille de ce Forum économique mondial, Valéry Zaloujny annonce avoir abattu 2 avions très précieux russes. Alors évidemment, les plus précieux pour les Russes, les plus chers aussi, comme par hasard, la veille du Forum de Davos. Comme ça, Zelensky aurait eu quelques pièces, quelques matières à réclamer des armes et de l'argent. Là, certes, il n'a pas réclamé d'armes, mais il a réclamé que de l'aide et de l'argent. De l'aide politique, hein, surtout, puisqu'il sait très bien qu'au Congrès américain, rien ne va plus. Et donc, en gros, il a demandé que l'Union européenne les soutienne temporairement, fortement, en attendant que les États-Unis revotent le budget. Bon, a-t-il été écouté? Non, parce que c'était pas le sujet principal au forum de Davos. Le sujet principal, c'était la restructuration de l'économie mondiale et l'intelligence artificielle. Vous voyez à quel point l'Ukraine est passée au 3e plan, hein. Donc tout ça, c'est pour vous dire que, bon, déjà c'est logique, hein, le forum de Davos, c'est un forum économique mondial, donc c'était un peu normal que l'Ukraine, à la base, passe un peu en dernier plan, mais c'est pas ce que les médias attendaient. Alors les médias ont été surpris, c'est pour ça que je vous le dis, hein. Alors comme il y avait Zelensky au forum de Davos, ils pensaient qu'il en allait être la vedette, et manque de peau, pas du tout. Pas du tout. Donc les médias ont parlé évidemment de Zelensky, mais en mal entre guillemets. Alors pas qu'ils l'ont dénigré, mais ils l'ont humilié indirectement en mettant dans les médias que la délégation chinoise a refusé de lui parler. Ce qui est quand même un signe diplomatique extrêmement fort, et qui veut dire que la Chine est totalement avec la Russie. Bref, tout ça est ridicule. L'avenir de l'Ukraine est très sombre, comme chacun sait. Ceux qui me suivent, vous le savez fort bien, il n'y a absolument aucun espoir. Sauf que plus la guerre continue, plus la Russie va prendre des territoires ukrainiens. Donc moi je vous le dis depuis des mois, les Américains, ils n'ont toujours pas compris. L'Union américaine n'a toujours pas compris. Ils n'ont toujours pas compris ça. Par contre, il y a une chose qu'ils ont compris, tout du moins l'Union européenne et les États-Unis, c'est le coût des missiles. La Russie a été extrêmement claire. Si vous donnez des missiles de 500 km, nous, pour protéger nos frontières, on va avancer encore plus en Ukraine afin de mettre une distance de sécurité suffisante avec la Russie mère, c'est-à-dire la Russie originale. Sans compter, alors pourquoi je dis ça? Pour faire le distinguo entre les territoires russes ukrainiens et les territoires russes de la Russie première. Voilà, qu'on comprenne bien le distinguo. Donc Monsieur Lavrov, quand il a prévenu le monde en disant cela, ça je crois qu'ils ont compris, l'Union européenne et les États-Unis, je crois qu'ils ont compris le message concernant les missiles longue portée. C'est pour ça qu'ils l'ont encore jamais fait, et que l'Allemagne a dit non. Parce que oui, il y a des lignes rouges, hein.
Alors, il y a eu des lignes rouges inventées par les médias. Les médias ont inventé plein de faits qui ne cessent de répéter. Et à force de les répéter, eh bien, ils y croient eux-mêmes à force de les répéter. Donc, ils inventent des choses. Donc, ils ont inventé les lignes rouges des tanks. Ils ont inventé les lignes rouges de la livraison des missiles. La Russie n'a jamais dit que c'était une ligne rouge. C'est comme ils ont inventé le fait que la Russie pensait qu'en 2 semaines, ils allaient prendre l'Ukraine entièrement. Ils allaient prendre toute l'Ukraine en 2 semaines. Ah, ils ont vraiment été mauvais, hein. Regardez comment ils ont lamentablement échoué. Ils n'ont pas pris toute l'Ukraine en 2 semaines. Alors vous avez tous les chiffres, on vous dit en 2 semaines, en 3 semaines, et que c'était l'objectif des Russes. Voilà. Donc ils ont lamentablement échoué. Et ils croient en leurs propres inventions, les médias. Il n'y a que les médias pour dire cela. Évidemment, la Russie n'a jamais dit qu'ils allaient prendre quoi que ce soit en 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ils n'ont jamais parlé ça. Ils ont avancé leurs pions et c'est tout, ils n'ont rien dit. C'est les médias qui ont inventé tout cela. Alors effectivement, Vladimir Poutine, quand il avait envahi une grosse partie de l'Ukraine avec Kiev, autour de Kiev, il pensait que cette démonstration de force allait immédiatement mettre Zelensky aux négociations. Voilà. Et son plan avait marché. Puisque Zelensky, quasiment le lendemain ou le surlendemain de l'invasion russe, a décidé de négocier avec la Russie. Il allait lâcher. Il allait lâcher le Donbass. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les Américains ont appelé Zelensky. Ils ont dit surtout, tu ne lâches rien. Voilà. Et ça, c'était les premières négociations à Minsk. Ensuite, il y a eu les deuxièmes négociations à Istanbul. Et les Américains ont dit non, t'inquiète pas, il y a des sanctions, la Russie va s'effondrer, et puis tu as tout l'OTAN derrière toi, tu ne peux pas perdre. Et la Russie va s'effondrer, ne t'inquiète pas. La deuxième fois Istanbul, c'est Boris Johnson qui s'est déplacé lui-même en urgence pour répéter en gros le même message. Aie confiance en nous, ne t'inquiète pas, on maîtrise tout. Voilà. Et après, vous connaissez ce qui s'est passé. Donc les médias inventent des faits comme ça, ils s'auto-persuadent à force de les dire les mois passant que c'est vrai, à force de répéter, ils croient leurs inventions, et après ils disent voilà, c'est ça les lignes rouges. Bon bref, voilà, donc les missiles Taurus c'est fini, mais même les missiles américains de 500 km visiblement n'arriveront jamais, et les F-16 on les attend toujours. Eh oui, les F-16 on les attend toujours. Donc voilà, malgré tout ce qu'on dit, donc dans le sens où on les attend sur le front. Apparemment, ils seraient arrivés en Ukraine, mais on les attend toujours sur le front, hein. Bah oui, et à mon avis, j'ai des gros doutes de leur utilisation prochaine. J'ai des gros doutes, nous verrons bien. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Ukraine. Donc c'est une catastrophe, bien sûr. Il y a toujours plus d'articles qui paraissent dans les journaux ukrainiens, mais aussi dans les journaux occidentaux pour dire à quel point sur le front, rien ne va plus. Le problème, c'est qu'il y a des grandes décisions prises par les États-Unis et l'Union européenne, mais ces grandes décisions vont mettre des mois ou des années avant d'être concrétisées. Et le coût de construire un complexe militaro-industriel en Ukraine, c'est complètement ridicule. Alors la France y croit beaucoup. La France est à fond dedans, ainsi que l'Angleterre, l'Allemagne et les États-Unis. Ils sont à fond dedans, mais particulièrement la France. Bon, ça n'arrivera jamais. Et en parlant de France, on a Macron qui dit quelque chose tellement stupide. Voilà, c'est on ne permettra pas à la Russie de gagner la guerre. La France, hein, Macron, qui dit ça. Il y a 54 pays contre la Russie qui échouent, et lui, Macron tout seul, non, moi je ne le permettrai pas. Je ne permettrai pas qu'on laisse la Russie gagner la guerre. Je ne le permettrai pas. Bon, alors, tout va bien. On peut être rassuré. Voilà, donc c'est ce genre de déclaration qui ridiculise encore une fois, si c'est encore possible, Macron, parce qu'il est tellement bas dans le ridicule, mais bon. Bref, allez, je commence à être trop long, donc j'arrête là. Là, vous allez voir la carte militaire.
Alors voici la carte militaire. Alors évidemment, la première chose que vous voyez, c'est en bas dans la mer d'Azov. Là, il y a le rond rouge, hein, je vous l'avais déjà présenté dans l'analyse, avec donc la 50 et l'Ilyushin 22 qui auraient été abattus. En premier lieu, c'était le premier état médiatique donné par Valéry Zaloujny. En fait, on a su que c'était un seul appareil qui a été touché, donc l'Ilyushin 22, qui atterrit en urgence ici, donc sur l'aérodrome d'Anapa, donc à l'est de la Crimée, et donc évidemment en plein territoire russe, bien sûr. Voilà, donc encore une fois, je le répète, pour aller très vite, aucun A-50, d'après les dires du Kremlin, n'a traîné là. Et les Ukrainiens, comme d'habitude, ne donnent absolument aucune preuve de leur dire. C'est juste, voilà, on invente un truc de très gros. Plus c'est gros, plus ça passe. Et en plus, à la veille du Forum économique mondial à Davos, bah, pour donner plus de poids à Zelensky, pour mendier encore des choses, bien évidemment. Donc la coïncidence est beaucoup trop grosse, puisque les Ukrainiens disent qu'ils ont fait cet exploit extraordinaire, mais ils ne donnent aucune preuve comme d'habitude, à part de vagues signatures radar, mais qu'ils interprètent comme ils veulent, puisque évidemment ça ne prouve strictement rien. Mais c'est typiquement du gouvernement, c'est typique du gouvernement de Kiev. Bref, ici à Krinky, donc il s'est passé quelque chose. Donc là, apparemment, les Russes ont définitivement détruit la tête de pont à Krinky, petite tête de pont qui permettait un afflux constant d'Ukrainiens qui se faisaient perpétuellement massacrer. Alors d'après le Kremlin, rien que dans cette zone-là, ils auraient tué ou blessé très grièvement, donc blessé grièvement et mort, il y en aurait eu 6000. Voilà, depuis le début de l'attaque sur Krinky, il y aurait eu 6000 Ukrainiens morts ou grièvement blessés. Voilà, donc ce qui est quand même absolument énorme. Bon, autre endroit, bah, on a sur la région d'Orirov, hein, ici, comme d'habitude, bon, ça bataille fort, mais il n'y a eu aucune avancée ukrainienne, bien évidemment, ou russe. Je vous rappelle que les Ukrainiens ont officiellement décidé d'être en mode défensif. Alors, ils ont officiellement décidé d'être en mode défensif, mais ça ne leur empêche pas sur Krinky d'envoyer toujours des hommes. Bon, plus maintenant, certes. Alors les petits ronds bleus, bah, c'est les forteresses. Donc on a Ougledar, rien n'a changé, les Russes n'avancent pas. Sur Malinka, les Russes ont un petit peu avancé. Donc là il n'y a plus de forteresse, hein. Malinka était une forteresse, une ex-forteresse. Là maintenant, ça devient un verrou. Ici c'est un verrou, donc faut déverrouiller tout cela pour les Russes. Avdiivka, c'est la plus grande forteresse ukrainienne restante. Les Russes sont très peu avancés. Là, un chouïa vers Douchi, mais vraiment très peu. Donc, là, il y a eu une signalisation rouge pour dire que ça bataille assez fort ici. Autre information sur Bakhmut. Là, il y a une petite avancée ici, mais très petite, hein, rien de bien important. Dans la région de Siversk, il s'est passé deux petits événements. Donc, il y a eu une avancée russe ici, sur Vesselo. Donc, ici, il y a eu une avancée, donc ils étaient là. Là, ils ont carrément pris toute la ville. Alors, c'est pour ça qu'il y a une signalisation rouge. Là, ça bataille assez fort. Pareil, là, il y a eu une avancée russe. Ils étaient là, maintenant, ils sont là. Donc, ça bataille assez fort, d'où la signalisation rouge. Voilà. Et sinon, à part ça, pour le reste, dans le nord, Kupiansk, les Russes avancent quasiment pas. Donc, c'est toujours une guerre d'attrition. Donc, tant qu'il y a des troupes qui arrivent et qui se font massacrer,
sur tout le front, hein. Ça arrange bien la Russie, puisque c'est leur stratégie, c'est d'affaiblir au maximum les Ukrainiens, de faire une guerre d'attrition extrême, ce que Sergei Shoigu appelle une défense agressive. Donc, afin que qu'il y ait à un moment donné un épuisement quasi total des troupes ukrainiennes. Alors là, vous voyez, il a marqué bombe là dans la carte. C'est parce que sur Kharkov, il y a eu un centre de mercenaires français qui a été bombardé sur Kharkov ici, et ça aurait fait 60 mercenaires français morts, d'après le Kremlin. Voilà. Donc il y a eu une attaque de drone en profondeur en Russie. Donc vraiment alors, si mes souvenirs sont exacts, c'est près de Moscou. Donc le drone aurait fait 1250 km de distance. Alors vous voyez les images d'un appartement qui est noirci, je dis bien que noirci. Évidemment là c'est un drone. D'après les experts, il y aurait 4 kg de charge d'explosifs dessus. Bref, c'est juste c'est purement symbolique. Voilà, c'est purement symbolique. Donc voilà. Ils ont réussi à faire ce symbole. C'est pas le premier, hein, n'oubliez pas que le Kremlin a été touché par 2 drones, donc on noircit un bout du toit et c'est tout. Voilà. Mais bon, ils ne peuvent faire que ça de toute manière pour l'instant. Voilà ce qu'on peut dire sur la carte militaire. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement un petit don, lien dans la description, si le contenu de cette vidéo vous a plu, bien sûr. Voilà, merci à tous de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde sur Odyssée et Rumble. Et comme toujours, bien sûr, soyez curieux.